Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs, à cette présentation et une table ronde autour du dernier livre de Jacob Soll, Free Market, The History of an Idea, publié en 2022 chez Basic Books. Je m'appelle Harro Maas, je suis professeur en histoire de la pensée économique au Centre Varas Pareto, c'est à l'UNIL, en sciences sociales. Et Niels Sogul et moi se sont organisés pour cette soirée, pour cet événement. Jacob, ou Jake, présentera d'abord son livre, puis Niels, professeur et directeur de l'IDIAP, animera une conversation entre Andrea Graber-Cardino, vice-directrice de la Commission de la concurrence, Bela Kaposi, professeur d'histoire moderne à l'UNIL, et l'auteur lui-même. Jacob prendra une demi-heure pour son introduction. La table ronde également prend une demi-heure, ce qui vous laissera à vous, le public, une demi-heure pour poser des questions aux trois participants de la table ronde. Et si vous avez des questions et des commentaires par la suite, vous êtes cordialement invités à l'apéritif avec lequel nous conclurons cette soirée. Free Market, l'histoire d'une idée, ne couvre rien de moins que la période allant de l'Antiquité romaine à nos jours et le deuxième livre avec lequel Jake Soll atteint un très grand public. Je pense que je peux dire cela. Je ne dirai rien d'autre sur Free Market, mais, parce que c'est Jake qui va le faire. Mais j'aimerais vous présenter Jake en quelques mots, au cas où vous ne le connaîtriez pas encore. Jake est professeur d'histoire, de philosophie et de comptabilité à l'Université de Californie du Sud. Pondérez peut-être pour un petit instant sur ce que je viens de dire. 3 disciplines. Il a été acclamé de plusieurs accolades pour ses travaux et j'espère que l'on aura l'occasion de le réinviter pour la parution de son prochain livre qu'il est en train d'écrire. Et Jake écrit plus vite que Dieu ne peut lire. Jake maîtrise non seulement 3 disciplines, mais aussi plusieurs langues, ce qui est en fait indispensable pour le type d'histoire qu'il pratique, l'histoire de longue durée, très longue durée. Et il va vous présenter en français, toute la soirée se déroule en français. En particulier, je voudrais dire quelques mots sur 2 livres qui ont précédé le présent ouvrage. Un premier livre propose une réévaluation de l'œuvre économique et politique de Jean-Baptiste Colbert, ministre d'État sous Louis XIV. C'est principalement grâce aux travaux d'Adam Smith que Colbert est connu aujourd'hui comme le représentant principal de ce que l'on appelle le mercantilisme aujourd'hui. Il s'agit... qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Il s'agit, selon les idées reçues, d'une politique d'interventionnisme de l'État qui intervient de force dans l'économie en faveur de l'industrie et au détriment de l'agriculture et qui désapprouve les principes de l'économie de marché. Vous connaissez peut-être déjà son deuxième livre, car Jake a été invité par l'IDIAP il y a quelques années pour donner une conférence sur un sujet qui se cachait comme une poupée russe, si je peux dire, dans ce premier livre sur Colbert. Le rôle des principes de la comptabilité en partie double dans la réussite de l'économie d'État. Son deuxième grand livre, The Reckoning, Financial Accountability and the Rise and Fall of Nations, est un livre franchement brillant qui parcourt l'histoire européenne à travers un certain nombre d'études de cas bien choisies, de l'Antiquité romaine à la chute de Lehman Brothers et à la crise financière qui s'ensuivit,
en passant par l'Italie de la Renaissance et, oui, la France de Colbert, afin de montrer comment les principes de comptabilité ont non seulement évolué au fil du temps, mais sont également essentiels au bon fonctionnement des entreprises et des États. La comptabilité en partie double sous-tend non seulement, comme l'ont affirmé Max Weber et Werner Sombart, le capitalisme moderne, mais aussi le bon fonctionnement de l'État-nation. Ayant, avec ces derniers mots, abordé le sujet du récent livre de Jake sur l'histoire de l'idée du libre marché, qui se cachait à son tour dans le deuxième livre, je suis heureux de lui céder la parole. Lors de la table ronde qui suivra, on élargira, c'est un mot difficile pour moi à prononcer, et on élargira le sujet et l'on se demandera quelles conséquences peuvent être tirées de la tension entre l'intervention de l'État et le libre marché pour la Suisse. Un pays où le libre marché est inscrit dans la Constitution. Pour moi, c'est hallucinant. Mais si j'ai bien compris, c'est dans la Constitution. J'espère qu'on peut en parler un peu. Je ne peux pas m'imaginer d'intervenant mieux placé pour parler de ce sujet que Madame Andrea Graber-Cardino et le professeur Béla Caposi. Mais d'abord, Jake, la parole est à vous. Merci Haro, et merci Niels et Idiap, et tous mes amis ici. Encore, c'est un grand plaisir d'être ici. C'est une institution admirable et de très grande qualité. C'est toujours un superbe plaisir, non seulement d'être ici, mais d'être à Lausanne, cette ville que j'aime tant. Il faut le dire, il faut le dire. Alors, je suis aussi, très content d'être ici, de parler de ce livre, aussi dans ce pays où le libre marché est inscrit dans la Constitution, mais partout où je vais en Suisse, je vois et j'entends parler de l'État. C'est un peu le sujet de mon livre, que les libres marchés sont souvent les produits d'un État assez pointu et stratégique. Donc, comme Haro a dit, dans l'histoire économique, attends, mon téléphone, j'ai mis le timer, mais il ferme. Voilà. Le libre marché est souvent vu, et dans l'histoire économique, comme le produit d'Adam Smith. Et dans mon livre, je décris que c'était un homme du XVIIIe siècle, avec des idées très particulières, qui ne comprenait pas tout à fait le libre marché comme on le pense aujourd'hui. Mais Jean-Baptiste Colbert est vu comme l'antithèse du libre marché. Et moi, en fait, en passant 15 ans dans les archives de Colbert, à un certain moment, je me suis très étonné par ça. Parce que Colbert, dans ses écrits personnels, écrit toujours que le libre-échange est l'idéal, et de l'avoir, il faut créer les conditions. Il le dit 3 ou 4 fois. Il ne parle jamais de mercantilisme, c'est un mot qui arrive après, dans les écrits de Smith, qui ne veut pas dire la même chose, mais c'est vraiment une idée des années 30. Et quand même, on vit dans un monde d'idées qui ne sont pas des idées de l'époque. Donc Colbert ne parle jamais du mercantilisme, il ne parle jamais d'une économie d'État, mais il parle justement de la liberté de la commerce et comment l'atteindre. C'est vraiment très, très intéressant. Et donc, je m'intéresse beaucoup à comment les États deviennent riches. On est dans une période où l'Asie devient riche. J'étais en train de raconter que je reviens de la Corée du Sud. J'étais épaté. Le gouvernement m'a montré ses projets, les projets de l'État, les projets des grands monopoles industriels qui marchent à fond, Samsung surtout. Et j'étais frappé. J'ai dit, mon Dieu, là, c'est vraiment de la richesse qui va vers l'avenir. Mais comment on crée la richesse? Et là, quand moi j'étais jeune, on m'a expliqué que la richesse, ça venait de le libre-échange, qu'il fallait laisser les gens échanger les choses, de troquer, d'échanger,
et ça créera la richesse. Mais si c'était le cas, je ne sais pas, le Vietnam sera le pays le plus riche du monde, et ça va peut-être venir, le Vietnam. Mais attends, le Proche-Orient serait tellement riche, c'était juste troquer et échanger gratuitement. Franchement, mes amis, on aura beaucoup de pays très très riches, hein, parce qu'on n'est pas les seuls à bien troquer. Sûrement plus que ça. Et donc, je me suis dit, est-ce que la richesse vient vraiment du développement endogène, disons juste par cet échange libre? Et dans l'histoire, en fait, on voit que ce n'est pas le cas. Alors, je vais sauter ça. On parlera de la Suisse après. Je me suis très intéressé du développement de la Suisse, comme du développement des pays asiatiques. C'est très, très intéressant, hein. Parce que la Suisse n'est pas seulement un pays riche aujourd'hui, c'était un pays riche depuis longtemps. Et c'est très, très intéressant. Mais c'est un petit pays, et c'est un pays avec une base dans la finance, dans la banque. Et il y a très peu de pays comme ça. Donc, on ne peut pas généraliser sur comment la Suisse est devenue riche, quand même, hein. Mais le discours qu'on a normalement, si on va dans un cours d'histoire économique, c'est que l'Angleterre est le modèle de la richesse. Si on veut être un pays riche, il faut faire comme l'Angleterre, qui était au XIXe siècle un pays libéral avec un libre marché intérieur. Sauf, petit bémol, petite note en bas de page, il y avait aussi une empire violente énorme mondiale, d'où venaient tous les matériaux pour ce libre marché intérieur. Donc, c'est très, très compliqué. Et l'autre truc, c'est que si on veut comprendre l'histoire de la richesse, pourquoi étudier l'Angleterre? C'est un cas très particulier. Ce qui m'intéresse, c'est la France, parce que j'étais éduqué en France, et on crée des gens comme ça en France. On s'intéresse beaucoup à nous-mêmes. C'est un problème français. Mais le truc, la France était quand même un pays dans un très mauvais état au XVIIe siècle. Et en fait, si on voit les courbes de la richesse dans l'histoire économique, la France est restée un pays riche. En fait, les deux pays riches, c'est l'Angleterre et la France. Et si on doit être un pays libéral, protestant et anglo-saxon pour être riche, comment ça se produise que la France est l'autre pays riche de l'époque? Et comment ça se produise que leur commerce entre eux-mêmes, en fait, ils se développent ensemble. Avec 25% de la commerce anglaise va vers la France. Ils sont dans la science, dans la pensée intellectuelle, dans le commerce et même dans les livres de commerce. La France et l'Angleterre sont comme ça à la fin du XVIIe, pendant le XVIIIe siècle. En fait, moi, je ne vois pas les courbes comme ça. Je vois la France et l'Angleterre comme une sorte de système économique ensemble. La France entraîne de 50 jusqu'à 80 ans dans le développement économique, mais au milieu du 19e siècle, la France est un pays riche et très industrialisé. Alors, comment ça? Parce que ça va à l'encontre de ce qu'on raconte. Que voilà, il faut, ce protestantisme, etc. Il faut que l'État soit pas lourd. Ah non, la France a un État très lourd. Et sauf, ça marche. Peut-être pas aussi bien que l'Angleterre, mais sur les living standards. La France est souvent, au moins au 19e siècle, pas au 18e. Donc ça m'intéresse beaucoup, surtout aussi quand on voit l'Asie. Moi, j'habite en Californie, en face de l'Asie. Je travaille là-bas une bonne partie de l'année, et je suis dans les pays, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et le Taïwan, pays bien aimé à moi, j'aime ce pays tellement, où justement le développement a été fait au début par les dictatures, par le fric américain pour le militaire, et après par un certain libre marché qui arrive après les années 80. Mais ces pays sont... Bon, le Japon est plus complexe, mais le Japon n'est pas devenu riche par le libre marché, hein, et c'est un des pays les plus riches de l'histoire. Donc, c'est quand même très compliqué. La Chine est devenue riche, mais ce n'était pas non plus par le modèle d'Adam Smith, hein.
Donc, qu'est-ce qu'on doit dire? D'où vient l'histoire de la richesse? Parce qu'on a vraiment une histoire de la richesse, comme j'ai dit, basée sur ce modèle anglais. Alors, comme d'habitude, et j'espère que ça serait pour la dernière fois, parce que j'ai fait beaucoup de travail sur Colbert, mais je pense qu'il est non seulement sous-estimé, mais hyper mal compris. Colbert me fascine, parce que c'est lui qui voit en 1661, une année très importante, il voit que la France, en fait, dans un très mauvais état, et que le Hollande et l'Angleterre surtout montent. Et il voit que les deux pays, et il l'écrit dans ses livres, ont eu des politiques non seulement protectionnistes, mais aussi de subvention. Il dit la France doit suivre ces pays. Et il dit à un certain moment, c'est assez brillant, on ne va pas gagner sur les Hollandais, mais il faut qu'on nous protège parce que sinon ils vont bouffer un quart du pays. Donc on ne va pas les vaincre, mais il faut qu'on fasse de la concurrence. Il faut que nous, on fasse un marché aussi, parce qu'on n'a pas ce marché commercial de développé comme les Hollandais. C'est quand même tellement brillant de voir ça écrit dans ses... Il comprend la situation et il commence à faire une liste des politiques industrielles et commerciales, des lois, etc., et justement les traités qui ont été faits surtout par le Hollande. Donc, est-ce que c'est Smith ou est-ce que c'est Colbert où il faut regarder pour comprendre la naissance de l'État industriel moderne? Et moi, je dirais franchement, c'est pas Smith. C'est pas Smith. Smith pour peut-être la morale, Smith pour une idée de la coopération, peut-être, mais pas pour une société industrielle. Et je vais sauter beaucoup de choses pour vous dire ça, mais je veux juste vous montrer quelques citations. Et j'ai dit à Niels que j'ai toutes les citations, parce que souvent, quand je les présente aux États-Unis, les gens ne me croient pas. Parce que, bien sûr, qui dans cette salle a lu les 1200 pages du Wealth of Nations par Smith? Et il est parti sur l'agriculture. Vous avez lu ça. Vous avez retenu ce qu'il a dit. Mais je vais les citer, hein. Je vais les citer. Parce que ça doit être clair. No equal capital puts into motion a greater quantity of productive labor than that of the farmer. Bon, c'est un peu suisse, ça, non? The capital employed in agriculture, therefore, not only puts into motion a greater quantity of productive labor than any equal capital employed in manufactures, but in proportion to the quantity of productive labor which it employs, etc. Of all the ways in which capital can be employed, it is by far the most advantageous to society. Ça, c'est l'agriculture. Ah ben, écoutez, depuis le XVIe siècle, en Italie, même avant, on dit que ce n'est pas le cas. Ben, les Florentins ne vont pas dire ça dans les années dans le Quattrocento. Ils ne vont pas penser que c'est l'agriculture qui rend riche des grands États italiens. Non. Donc, Smith, si on va dans Smith, il pense que c'est à cause du fait que la nature pousse la production des gens, qui a une sorte d'énergie naturelle. Et dans mon livre, je raconte que c'est une très ancienne idée, c'est la culte de la nature, la culte de l'agriculture, qui est quand même une chose très ancienne. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Voilà, il dit aussi que les gens qui font la manufacture ne peuvent pas, eux seuls, créer un pays riche. Pourquoi les gens ne citent pas ça? Je trouve ça incroyable. Si on lit Smith de près, c'est un homme du XVIIIe siècle très lié à des grands hommes puissants qui sont des seigneurs terriens. Et j'ai toute une histoire de ça dans le livre. Ben, on vit avec beaucoup de mythes modernes sur l'économie. Et je trouve ça assez incroyable. Alors, moi, je voulais en fait briser ces mythes, et ce n'est pas aussi facile comme ça aux États-Unis, parce que mon livre a été pas mal attaqué aux États-Unis. C'est plutôt bien reçu en Asie, bien sûr. Mais, alors, donc, je veux
vous montrer, un peu pour comprendre aujourd'hui, je pense que de comprendre Colbert est très utile pour comprendre l'économie moderne. D'où on vient les pays riches. Et ça, en Asie, on veut en parler. Si on arrive en Asie, eux, ils veulent parler de comment eux, ils sont devenus riches. Et j'étais avec des gens qui ont créé le miracle coréen, les leaders économiques, et ils m'ont dit, non, non, c'était par la stratégie industrielle. Il y avait un type qui était le chef d'un truc très grand, qui m'a dit, on a eu beaucoup de chance dans notre dernier dictateur, que lui, il avait compris l'industrie lourde. C'est vrai, mais ce n'est pas les trucs qu'on raconte. Et moi, j'étais frappé. Je dis, waouh, bravo pour l'honnêteté. C'est très, très bien. Hein. C'est ça. Une autre chose qu'ils m'ont dit, il ne faut pas nous comparer, justement, au Singapour. On est un pays de la grande industrie. On n'est pas un petit pays. On n'a pas des banques. Et le capital qui vient des banques, qui crée des conditions très particulières pour le développement. Enfin, voilà, la Suisse aussi. Donc, il faut toujours prendre ça en compte. Donc, comment créer ces grands pays? Et maintenant, la Suisse, drôlement, et je trouve c'est fascinant, de moins en moins un pays financier, de plus en plus un pays de la haute technologie. Et je pense que la Suisse est sur la bonne voie. Là, c'est vraiment le début de la richesse suisse, hein, ou d'un modèle très, très intelligent, qui a des racines, bien sûr. Alors, comme on a peu de temps, je voulais passer à Colbert, comme d'habitude, et c'est la dernière fois. Hein. La prochaine fois, je parlerai d'un anglais, voilà. Mais, attends. Pourquoi c'est là? Ça, c'est pas en ordre. Attends. Ah, je vais dans le mauvais sens, pardon. Alors, oups, ça c'est... This is backwards. Moi, je ne sais pas comment, mais c'est un peu backwards. Mais c'est pas grave. Je ne sais pas, ça a été... On a changé de truc. Alors, Colbert arrive au ministère et il trouve que la France est pauvre. Attends, mes slides sont en fait backwards. J'aurais dû les checker là. C'est dans le mauvais sens, c'est très bizarre. Donc je vais aller... C'est très étrange. Comment ça s'est passé? Alors, ce qu'il fait d'abord, c'est qu'il veut montrer la France comme un pays, il veut l'industrie. Donc il commence un projet de non seulement créer des industries, mais de montrer les industries. Et c'est très, très intéressant. Donc il crée des gravures, il crée une publicité de l'industrie. Et il le dit, nos marchands sont mauvais. Donc, mais il faut créer l'image de ces gens. Et c'est fascinant. Et donc, il commence à penser comment on peut changer notre réputation internationale. Et il pense que ça serait par un mélange entre la science et l'État. Et ça, c'est fascinant aussi. Donc, attends, c'est complètement en désordre, excusez-moi, c'est incroyable, mais je vais y arriver quand même. Les scientifiques ne sont pas là, c'est dingue. Où sont... Pardon. Qu'est-ce qui s'est passé entre cet échange de slides? Merde. Bon, donc, ce qu'il fait, il invite des étrangers, des scientifiques étrangers. C'était là? Je pense que vous avez déjà passé, oui. Ah bon? Non. Mais c'était... Huygens n'était pas là, non? Non, bon, il invite Huygens. Et il fait tout un truc autour, par exemple, du tour de longitude et la science de faire les cartes. Et c'est très important. Il loge Huygens dans la Bibliothèque royale. Il invite un étranger qui est le maître de la haute technologie, parce que l'horloge du pendule, c'est vraiment l'haute technologie. Non seulement il fait ça, il demande à Huygens de créer des plans sur la longitude, et il montre au monde, en fait, que la France est maître du monde, au moins sur papier. Et ça, c'est très, très important. Donc il dit, voilà, si on va maîtriser le monde, on va non seulement le faire physiquement, on va le faire par la science, par la mesure et par la publicité. Et en fait, il fait toute une publicité autour de ces scientifiques, aussi autour de Cassini,
donc je n'ai pas les images, je ne sais pas pourquoi, de l'observatoire, et j'avais pour vous toute une série d'images de l'observatoire, qui est quand même le bâtiment high-tech du XVIIe siècle. C'est quand même extraordinaire de voir ce bâtiment. Alors, donc, et là c'est très intéressant, parce que la fin du XVIIe siècle, le roi Louis XIV cherche d'être connu, respecté, il cherche la gloire. Mais les scientifiques, ce n'est pas le moment où les scientifiques ont le plus de crédibilité. Colbert décide de mélanger la crédibilité non seulement de Louis XIV, la monarchie française, avec ses scientifiques. Et à un certain niveau, ça marche. Et comment on le sait? Parce qu'en Angleterre, on parle de ça. On parle de ces gens, on parle de cette force, en fait, qui arrive en France, de la science, et qui a, bien sûr, des effets très, très forts pour l'industrie et le commerce. Colbert commence à faire des industries, donc autour de Versailles, qui est quand même le projet de Colbert, vous savez ça, que dans les cahiers, c'est Colbert qui envisionne Versailles, qui envoie ses enfants en Italie pour chercher les modèles, même les fontaines, même les portes et les fenêtres, c'est Colbert qui fait tout ça. Mais plus important encore, je n'ai pas, c'est très très étrange ce qui est arrivé, il fait une sorte de technologie de mesure. Donc, il a des ingénieurs qui créent une sorte de technologie de la mesure autour de Versailles qui devient un truc exportable. Et en fait, j'ai eu un thésard, maintenant un professeur, un étudiant, qui fait une thèse sur les outils de mesure en France et comment ça a été exporté dans l'Europe, l'Amérique du Sud et même ailleurs. Donc la France devient le pays de la mesure. Et Colbert dit, c'est pas seulement pour la gloire du roi, c'est pour la commerce. Donc tout ça marche. Tous ces projets de gloire, comme on voit bien, comme Versailles, etc., sont faits pour... Tout ça, c'est fait pour la gloire, mais aussi, là, on le sait bien, pour la commerce française. Et c'est aussi très lié, voilà, aux autres stratégies, comme la mode. Donc voilà, Colbert veut battre les Anglais sur la laine. Et ça, c'est son truc incroyable. C'est à Rouen qui devient, à la fin du XVIIe siècle, le pays la ville la plus industrialisée. Ils ont plus de, ça je ne sais pas comment dire, looms, de haute technologie, parce qu'ils créent un petit truc for looming. Comment? Pour métier à tisser, et il crée un petit truc. Et en fait, on a pu mesurer le nombre de gens qui maîtrisaient ça à Rouen. C'est assez impressionnant. Est-ce que c'est une grande réussite? C'est très drôle. Les historiens de l'économie disent que ce n'est pas une grande réussite, mais c'est une réussite qui met la base pour la réussite future en France. Donc, tout ça, c'est autour de la laine. Et il fait toute une politique du tampon, bien sûr, de réglementation. Et oui, ça devient trop lourd. Il y a des problèmes de réglementation qui sont trop lourdes. L'État contrôle tout. Mais sans l'État, ils n'auraient pas eu ça. Et Colbert dit, je veux arriver à un moment où je peux libérer ça. Mais avant de faire ça, j'ai besoin de beaucoup d'industries parce que l'Angleterre et la Hollande sont trop forts pour nous. Donc, on aura nos marchés inondés par des produits de plus grande qualité. Donc, c'est Colbert qui fonde Saint-Gobain. Quand même, hein, quand on dit la France, la politique de l'État français n'a pas marché, Saint-Gobain il y a un procès contre Saint-Gobain dans le New Jersey pour la pollution énorme. Là, maintenant, ça, c'est une grande réussite industrielle qui crée une société au XVIIe siècle qui est maintenant en train de polluer le New Jersey. Donc voilà, quand même, c'est assez extraordinaire. Donc, il y a aussi un truc que Colbert comprend. Il comprend le libre marché. Donc, il crée le port de Marseille. Et le port de Marseille est un port libre.
Et ça, c'est très fascinant. C'est par ce port libre que la France va contrôler la Méditerranée au XVIIIe siècle. Et les Anglais sont horrifiés par ça. La France contrôle la Méditerranée. C'est encore un point de désagrément entre le monde anglo-saxon et la France. Qui contrôle la Méditerranée? Ça, c'est très intéressant. Mais pour payer pour ce port libre, tous les autres ports autour doivent doubler leurs impôts, leurs taxes de douane, etc. Ça coûte très cher, un port libre. Mais Colbert le comprend, et je trouve ça fascinant que quelqu'un, un des pionniers des ports libres modernes, c'est Jean-Baptiste Colbert. Et en fait, ça marche en plus. Donc c'est assez incroyable. Alors, voilà, l'expertise scientifique est très important, et c'est là où se trouvent mes manques de slides, très étranges. Donc, tu as tous ces scientifiques, tu as tous ces gens dans l'administration qui sont devenus experts en sciences, des ingénieurs, etc., qui descendent dans les chantiers pour créer des grands ports, pour créer la puissance navale. Colbert envoie son frère voler de l'information industrielle aux Anglais, aux Hollandais, et c'est fascinant. Donc voilà, on voit, ça c'est son fils qui a fait ce dessin de bateau. Donc c'est quand même une vision, voilà, il va créer aussi la base de tout le commerce qui est naval. Et donc quand il meurt en 1783, la marine française est plus grande que la marine anglaise. Est-ce que c'est d'une meilleure qualité? C'est un débat. On pense que c'est une meilleure qualité, certains historiens, mais Samuel Pepys dit non. Samuel Pepys dit que dans chaque élément du monde naval, la France a un avantage sur nous. Donc même si ce n'est pas le cas, la publicité de Colbert montre que leur base navale est plus puissante et de plus grande qualité que les Anglais. Et les Anglais commencent à avoir peur des Français. Et donc, ils commencent à créer des lois protectionnistes. Parce qu'ils ont peur justement du laine et d'autres choses qui viennent de la France. Mais Colbert a une autre idée, c'est de maîtriser le monde de la commerce par non seulement la publicité, mais par les lois et par l'éducation. Donc, il crée le Code de commerce de 1673. Et si on lit des Anglais, les Anglais sont fascinés par ce livre qui est traduit tout de suite. Et en fait, ce livre de commerce, un quart de livre est sur la comptabilité en partie double. Donc, ça devient une sorte de manuel, ce livre sur des lois, l'ordonnance commerciaux, devient pour les étrangers le livre de référence de lois commerciaux. Donc, créer un marché, c'est aussi de dominer le langage des lois, des langages des réglementations, des mesures. C'est quand même une vision incroyable. Et ça marche. Et l'Angleterre suit ça. Donc, et ils mélangent leurs propres lois et leurs stratégies avec celles des Anglais. Et voilà des chapitres de la Code commercial. Alors, il crée un livre, et ce livre est tellement incroyable. C'est le Parfait négociant. Et le Parfait négociant devient le livre, the business manual du XVIIIe siècle. Et ça devient le business manual le plus utilisé en Angleterre. Quelle meilleure publicité d'avoir un livre français comme la base de l'éducation commerciale. Et voilà, donc ça devient le dictionnaire universel des commerces, et après, ça devient le Universal Dictionary de Malachi Postlethwaite. Et il faut lire Malachi Postlethwaite sur la France. Il pense que la France domine le monde commercial. À un niveau, il a raison, mais il y a d'autres éléments où il croit dans la propagande de Colbert. Il dit, pour nos anniversaires, on veut du vin français. Pas en Suisse. En Suisse, on peut voir le vin d'ici, c'est très très bon, mais en Angleterre, non. Pour les fêtes, il nous faut des vêtements français. Bon, ça aussi.
Il parle de tellement de choses dont l'anglais, on le désire. Et il dit, voilà, les Français ont compris dans le marché le désir. Mais c'est incroyable. Donc, les gens n'ont pas lu Postlethwaite, qui est quand même... Et Postlethwaite, avec Daniel Defoe, c'est eux qui militent pour le protectionnisme anglais. Est-ce que c'était une mauvaise idée? Je ne sais pas, mais Daniel Defoe décrit que s'il y avait un libre marché entre les deux pays, ça serait la destruction totale du marché de laine de Londres. Et je pense qu'il avait raison, juste parce que la France avait tellement de laine. Donc c'est absolument ahurissant. Donc Colbert aussi il sponsorise en France l'éducation commerciale. Et les gens qui sont français ici, peut-être, on a eu en Suisse le petit barème quand on était petit, non? Pour apprendre les maths. En France, on avait le petit barème, c'est le livre de maths qu'on a toujours. Et Barème, il a toute une stratégie parce qu'il dit, voilà, ce peuple hollandais, ce peuple anglais, ils connaissent mieux les outils de la commerce. Donc je dois créer aussi une population qui est lettrée dans tout ça. Est-ce que ça marche? Bon, ça, c'est difficile à forcer, mais ça marche un tout petit peu. Donc, il sponsorise la formation commerciale en France parce qu'il n'y a pas assez de gens. Et ça, c'est très visionnaire. Alors, une autre chose qu'il fait, c'est pas en ordre, qui est pour moi, peut-être dans les travaux de Colbert, la chose la plus brillante, et ça, c'est par son frère, c'est l'idée, et il dit qu'à chaque fois qu'on fait et ça, mes amis, après Brexit, on comprend bien l'importance, hein, à chaque fois qu'on fait un traité avec des Hollandais, ils font des traités où nous, on perd. Parce que les gens qui écrivent des traités ne comprennent non seulement pas le commerce, ils ne comprennent pas l'industrie, les techniques de l'industrie. Donc, on a des traités avec des Hollandais et nous, on perd. Il nous faut justement toute une arme diplomatique pour le commerce. Il envoie son neveu, le Grand Torcy. Vous connaissez le Grand Torcy, non? Un peu le créateur de la diplomatie moderne. Parce que ce qu'il fait, il crée, maintenant, ils ont bougé ça, le Quai d'Orsay devient une immense bibliothèque, un centre d'information, non seulement sur les dynasties, sur les lois médiévales, etc., mais sur les informations commerciales. Alors, à ce moment-là, quand les Français arrivent à faire de la diplomatie et les traités, ils peuvent gagner par les traités. Et Colbert passe, si on voit dans les papiers de Colbert, il y a 10 000 pages de manuscrits que j'ai lus plusieurs fois dans ma vie. Je dirais que, pas un quart, mais une bonne partie sont dédiés à le traité commercial avec l'Angleterre. C'est le travail de sa vie, et c'est brillant. Il veut créer, et il dit, au moment où nous, on peut faire la commerce à l'égalité avec les Anglais, on va faire ce traité de liberté de commerce. Donc, il crée les conditions pour la liberté de commerce. C'est le travail de sa vie. Mais on n'a jamais entendu ça, et c'est dans ses papiers. Pour moi, quand j'ai finalement compris ça dans ses papiers, je me suis dit, voilà la modernité. Il n'avait pas de marché, pas d'industrie, pas de commerçants, et pas de corps diplomatique pour faire ces traités commerciaux. Et voilà, le but était finalement la liberté de la commerce. Je trouvais ça fascinant, hein, fascinant. Et donc, voilà, au moment où ils arrivent, et c'est surtout après la guerre de la succession espagnole, ils perdent la guerre de la succession espagnole, mais ils gagnent par des traités et aussi par des traités commerciaux. Donc c'est quand même fascinant. Donc qui comprend le marché? C'est ce marché technique. Et qui comprend pour arriver à la liberté, il faut une sorte d'égalité de concurrence. Alors bon, on comprend maintenant que, par exemple, c'est très bien d'avoir un pays voisin ou un pays avec lequel on fait la concurrence
qui a un produit meilleur, il faut de la concurrence pour produire des choses de meilleure qualité. Mais si nos voisins ont un produit qui est meilleur pour un prix qui était subventionné par exemple, les voitures électriques chinoises, est-ce que c'est ça, le libre marché? Maintenant, on dit non. Et Colbert était de la même pensée. Et je trouve ça fascinant. Alors, si on prend tout ça en compte, par exemple, il était très important pour lui de publier les mémoires de ces traités, encore comme de la publicité de la France, qui maintenant maîtrise les tractations diplomatiques autour de la commerce. C'est fascinant. Hein? Alors, donc, si la France est devenue riche comme ça, et si la France, en fait, domine en partie... Attends, la France, vous savez, c'est plus riche que l'Angleterre jusqu'à la fin de la guerre de 7 ans. Hein. Donc, c'est autour de 1780 que vraiment l'Angleterre prend l'essor. Mais la France est toujours là, hein, on le sait bien, même trop. Parce qu'il y a Napoléon, la Révolution, Napoléon, etc. C'est tout ça qui vient. Mais la base de la richesse française sont là. Et je peux vous dire aussi que les autres pays regardent la France. L'Italie du Nord, on le sait bien. Il y a beaucoup de travail dans la comptabilité publique. Hein. Je ne veux pas en parler aujourd'hui. Mais ça devient une sorte de modèle. Sauf que maintenant, ce n'est pas le cas. Dans le temps de l'histoire, on a raconté toute une autre histoire. Et moi, je trouve ça incroyable. Hein. On vit aussi avec des immenses mythes. Bien sûr, Colbert a fait des fautes. Bien sûr, il a fait trop de réglementations. Et surtout, c'était un pays qui n'était pas libre. Et quand il meurt, Louis XIV, il détruit beaucoup de ses projets. Donc, si on a un roi, un proto-dictateur, ce n'est pas un dictateur, mais c'est un proto-dictateur, ce n'est pas très bien pour le commerce dans le long terme. Ça, c'est la compréhension. Voilà l'Angleterre qui est un pays plus libéral et ouvert, au moins là-bas, pas dans les colonies. Donc, cette histoire de comment devenir riche est beaucoup plus complexe qu'on l'aurait cru, qu'on vit avec des mythes d'Adam Smith, des mythes de Colbert. Et là, on est bien dans le 21e siècle, ce n'est pas le 20e siècle. C'est encore difficile de briser ces mythes, mais je pense que le montée de l'Asie, le montée de la haute technologie, et on va en parler, et comment un pays, et par exemple un petit pays, même un pays riche, peut faire face à ce nouveau marché de la haute technologie, je pense qu'il ne faudra pas rester dans nos mythes et nos croyances économiques qu'on avait. C'est un autre monde et on aura d'autres utiles. Et je pense que l'histoire, il faut aussi revoir l'histoire de manière très claire, avec les yeux ouverts. Donc, voilà. Et je voulais juste vous dire une dernière chose, que qui était l'héritier de Colbert intellectuellement? C'était Jacques Necker, l'homme d'ici. Et lui... Vous savez, je viens de faire un article dans le New York Times, c'est lui qui a, quand les Américains voulaient construire leur marché, ils n'ont pas regardé Adam Smith. Il y avait un dispute autour, c'était Smith ou c'était Necker. Et c'était Necker qui a gagné. George Washington, Alexander Hamilton, j'ai un étudiant qui a trouvé ça, ils ont commandé des bustes, pas de Smith, mais de Jacques Necker, l'héritier de Colbert, pour créer l'économie américaine. Je trouve ça incroyable. Hein? Et on ne va pas apprendre ça dans les écoles américaines, mais dans les papiers, c'est lui et Colbert. Et pour vous dire le dernier mot, Hamilton dit « Je veux être un nouveau Colbert ». Alexander Hamilton. Oups. Voilà. Bon, merci. Merci Jacob. Je vous propose de rester sur le podium avec moi et puis je vais inviter à nous rejoindre sur le podium Andrea Graber-Cardino et Bella Capossi.
Et je vais vous inviter à prendre place autour des tables que nous avons là. Pendant que tout le monde s'installe, Jacob, est-ce que tu peux ou vous pouvez nous rappeler qui était Hamilton? Alexander Hamilton. Yes. C'était non seulement... Hamilton was the founder of the American economic system. Secretary of State, he and Washington created America's first economic strategy, monetary system, the whole thing. Hamilton is really the economic founder of the United States. And by the way, this is an amazing moment when the New York Times does intense fact-checking. And one of the head editors of the New York Times wrote in one of the things, I always thought that Hamilton was a free market guy. And I was like, no. He writes the most complex critique of Adam Smith and of agrarianism, and a great defense of Colbert and Necker. So these histories are all intertwined. Pardon, j'ai changé de langue, je ne sais pas pourquoi. Ouais. C'est pas grave, tu n'avais pas ouvert le... Vous n'aviez pas ouvert le micro, donc... Pardon, excusez-moi. Voilà. Je suis parti en anglais. Voilà. Mais Hamilton, c'est américain, donc je suis parti en anglais. Voilà. Donc, merci d'avoir mis en perspective Jean-Baptiste Colbert et Adam Smith dans la conférence qui a précédé cette table ronde. Évidemment, l'ouvrage, je vous invite à le lire. Si vous souhaitez le prendre en main, j'en ai une copie ici, et vous constaterez que l'ouvrage couvre une période bien plus longue qui va de Cicéron, l'époque romaine, jusqu'à Milton Friedman, à l'époque américaine. Donc on va revenir probablement sur l'un ou l'autre de ces auteurs dans le cadre de la table ronde. Et pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Andrea Graber-Cardino. Vous œuvrez à la commission de la concurrence, la fameuse Comco, dont vous êtes vice-directrice depuis 2018, et à ce titre, vous dirigez le domaine industrie et production. Vous êtes aussi titulaire d'un doctorat en économie de l'Université de Fribourg. Ça me permet de saluer les collègues fribourgeois qui sont dans la salle ce soir. Bella Capossi, professeur d'histoire moderne, ça a été dit par Aromas en introduction, ici à l'Université de Lausanne. Vous vous intéressez en particulier aux conditions que les penseurs européens ont identifiées afin d'expliquer pourquoi certains pays ont réussi là où d'autres ont échoué. Et vous animez aussi en particulier le projet Lumière Lausanne. Alors Lumière Lausanne, je ne sais pas si vous connaissez ce projet, mais c'est une plateforme qui étudie le rôle joué par les élites intellectuelles et culturelles vaudoises, mais aussi romandes, c'est un Neuchâtelois qui vous le dit, dans la diffusion des idées des Lumières européennes. Et ça m'amène à la première question pour vous, Bella. Finalement, comment ces idées sur l'économie libérale qui se sont développées ici ou là, ailleurs qu'en Suisse, finalement ont percolé pour aboutir à l'État libéral qu'on connaît aujourd'hui en Suisse, qu'on a connu aussi par le passé et dont on a ancré le principe de notre Constitution. Merci Niels. Ça fonctionne? Si, ça fonctionne. Si, ça fonctionne. Voilà. Alors, merci beaucoup de m'avoir associé à cette table ronde. J'aimerais bien revenir à un slide que Jake a montré. C'était Smith, Colbert et ensuite la Suisse, un cas spécial ou pas. Et en effet, disons la question de comment comprendre la particularité suisse. Ah, maintenant, ok. C'est quelque chose qui préoccupe les observateurs ou les penseurs européens depuis pas mal de temps. Moi, je suis historien de la pensée politique avec un fort accent sur le XVIIIe siècle. Je m'intéresse de plus en plus au XIXe siècle également. Et j'ai pu observer que ça, c'est une sorte de fascinosum. Hein, ça les fascine. Et ce qui les fascine aussi, parce qu'ils ont de la difficulté à comprendre le cadre dans lequel le phénomène suisse fait sens. Et
Encore une fois, ça commence, on peut voir ça à partir du milieu du XVIIIe siècle, au milieu du XIXe siècle, ça devient très important. Alors, je vous conseille tous une fois de lire le rapport qu'a écrit John Bowring, qui a traversé la Suisse en 1835. Ça s'appelle le rapport sur le commerce et la manufacture en Suisse, qui a été publié en 1936, ensuite publié. Alors, il s'intéressait en partie, mais pour des raisons polémiques ou de propagande à la Suisse, parce qu'il voulait convaincre les Français d'ouvrir leur marché aux producteurs anglais. Mais il vient en Suisse et il dit que voilà, ça c'est, on rencontre l'économie la plus flexible qui existe au monde. Ça c'est son terme. Il y a quelque chose ici qui permet aux personnes de travailler vraiment comme une sorte d'utopie de libre marché. Et ensuite, il s'intéresse pourquoi. Il donne certaines raisons. Il rencontre aussi Sismondi, et ce sont des arguments qu'on trouve chez Tocqueville aussi, qui traverse la Suisse en 1936. Il dit qu'il y a encore certains résidus d'institutions sociales qui sont prémodernes, soit qui ont été adaptés ou qui existent encore. Et il utilise le vocabulaire de républicain. Alors, c'est une république de libre marché qui ne fonctionne nulle part ailleurs. Bon, on peut revenir là-dessus, pourquoi, sur les contingences historiques. Mais voilà, ça c'est déjà pour vous donner une idée des difficultés ou des propositions évoquées au XIXe siècle pour comprendre la particularité de la Suisse, où il y a d'un côté, il y a une réglementation excessive, et d'autre côté, il semble qu'il y a un libre marché, surtout pour l'exportation, les Suisses qui exportent en outre-mer parce qu'ils n'ont pas accès au marché européen à ce moment-là. Mais il y a cette même fascination, et je vais pas aller, j'essaie de pas parler trop, il y a un peu le prof qui sort, dans les années 40, et aussi de l'autre côté. Par exemple, regardez une fois les lettres écrites par Friedrich Engels, qui s'énerve, et certains autour de lui, qu'il y a quelque chose, on a cette industrialisation qui se manifeste à Zurich et à Bâle, mais ça ne bouge pas dans la direction que lui, il aimerait bien. Alors, il faut une industrialisation, il faut un conflit de classe, et ensuite, hop, on peut aller vers la prochaine étape de socialisme. Il y a une frustration là qu'on peut voir chez les observateurs et les commentateurs allemands aussi, mais aussi français, que ça ne bouge pas dans la bonne direction. Et on peut, comme John Bowring, ils disent, il y a encore, c'est parce qu'ils sont principalement, ils sont accrochés encore à des institutions communautaires ou d'autres instituts qui font que même avec une inégalité grandissante, ça ne bascule pas dans ce qu'eux, ils observent en Angleterre, en France et en Allemagne. Alors ça, c'est pour dire que quand on s'intéresse à la question de l'émergence du libéralisme en Suisse, pour utiliser un mot un peu caoutchouc, il faut trouver un peu un autre cadre. Et je pense que ça a beaucoup à faire. Un cadre, ce ne serait pas the open society ou la société ouverte, mais une sorte de tentation d'avoir une cité ouverte. Quelque chose qui préserve, en certaine sorte, des privilèges, certains acquis, pour longtemps limités aux citoyens seuls, mais pouvoir essayer de les diffuser un peu plus. Et je crois que là, les défis se posent très différemment pour la Suisse, des anciennes communes indépendantes, des républiques qui essayent de s'élargir, de transformer un régime économique extrêmement restrictif vers quelque chose de plus ouvert, tout en gardant l'œil sur le problème très important de la stabilité sociale. Ça reste absolument central pour ceux qui réfléchissent en Suisse sur les modernisations des instituts sociaux ou la transformation d'un marché très contrôlé vers quelque chose de plus ouvert. Voilà comme point d'entrée. Merci pour cette première remarque. J'aimerais me tourner maintenant vers Andrea Graber pour évoquer un fil conducteur
qui est dans le livre de Jack, qui est celui de la République romaine, le rôle de Cicéron, de la pensée de Cicéron. Et puis, dans le livre, il est bien indiqué que, d'après Cicéron, la rigueur morale et la rigueur politique doivent être garanties si l'on souhaite que le marché fonctionne. Alors, je me tourne vers vous, Madame Grabert, pour vous demander s'il n'y a pas là une espèce de lien à trouver entre la pensée de Cicéron, la rigueur morale, la rigueur politique, et puis le rôle de la commission de la concurrence. Je m'explique. Est-ce que la Comco, d'une certaine manière, n'a pas pour mission de garantir un comportement moral de la part des agents économiques en Suisse, et en particulier de la part des entreprises, dans l'idée un peu cicéronienne? Question difficile, mais ça vous permet peut-être aussi de parler du rôle de la Comco. Oui, bien sûr. Alors, merci. Ça marche, merci pour la question. Il faut juste parler. Peut-être qu'il faut échanger. Alors, merci pour la question qui a certains défis. En fait, question morale. En fait, si nous, on intervient, si des entreprises font des cartels, par exemple, la volonté subjective des entreprises n'est pas prise en compte. On applique les règles de la L-carte. C'est pas vraiment la morale. En fait, c'est pas du tout la morale qu'on tient en compte, mais on regarde qu'est-ce qui s'est passé sur le marché. Peut-être, faisant un pas en arrière, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on contribue pour le libre marché. La Comco est là comme gardienne d'une concurrence efficace parce qu'il y a certaines défaillances de marché, comme on a tout appris à l'université. Et une des défaillances de marché, c'est quand il y a des monopoles ou des cartels qui empêchent que le prix du marché se réalise, qui empêchent que la main invisible de Adam Smith puisse se réaliser. Et puis, pour empêcher qu'il y ait ces pertes des rentes, c'est la commission de la loi des cartels a été créée, la commission de la concurrence, et son secrétariat ont reçu la tâche de veiller pour une concurrence efficace en Suisse. Et pour ça, si je peux développer, on a 5 piliers qu'on regarde. Et le premier, c'est on lutte contre les cartels, par exemple les cartels de soumission. On fait aussi des procédures contre certains accords verticaux. C'est par exemple s'il y a des entreprises qui font le cloisonnement du marché suisse, ou si les entreprises font des accords sur le prix de revente, et ces accords contribuent à l'îlot de cherté suisse, qui fait que la Suisse n'est pas part d'un plus grand marché. C'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est qu'on fait des procédures contre des entreprises dominantes ou ayant un pouvoir de marché relatif et qui abusent de cette position. Troisièmement, on intervient s'il y a des fusions qui créent une position dominante qui peut éliminer la concurrence efficace. Et quatrièmement, s'il y a des projets de loi, la Comco et son secrétariat donnent ses avis. Et pour cela, on prend les lunettes de la concurrence et on fait des conseils pour que la concurrence puisse le mieux, pour que les conditions cadres pour les entreprises sont les mieux pour
pouvoir entrer en concurrence avec les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des règles discriminatoires, que les règles qui sont faites par l'État sont neutres à la technologie, etc. Et le cinquième pilier, c'est on est aussi responsable pour le respect de la loi du marché intérieur, c'est-à-dire en Suisse, entre les cantons, qu'il n'y a pas qu'il y a un libre accès pour tous les acteurs de marché et à des conditions non discriminatoires. Et pour ça, on mène des enquêtes et des procédures. Merci, ça nous a permis d'avoir un meilleur aperçu de ce que fait la Commission de la concurrence. Pour revenir à Cicéron l'espace d'un instant, et pour parler de morale politique, ça permet de titiller un petit peu les personnes qui potentiellement sont dans la salle et qui représentent ici ou là, de temps à autre, un lobby ou un groupe d'intérêt. Dans ton ouvrage, Jacob, tu indiques que bien des auteurs ne sont pas contentés de finalement n'être que des penseurs. Ils ont développé des idées et ils ont essayé de les faire passer auprès des personnes au pouvoir, respectivement de leur entourage. Tu as parlé de Colbert avec Louis XIV, mais tu aurais aussi pu parler de Richard Cantillon et François Quesnay, les physiocrates de manière générale avec Louis XV pour asseoir l'absolutisme royal et puis permettre aussi l'enrichissement des propriétaires terriens de l'époque. Hein. Et puis plus près de nous, ça n'a pas été dit, mais je mentionne quand même Milton Friedman, qui a été quand même un conseiller de plusieurs gouvernement américain à travers l'histoire, et puis qui a évidemment entonné beaucoup la partition des baisses d'impôts. D'où ma question, est-ce que c'est une constante à travers l'histoire que les penseurs économiques cherchent systématiquement à influencer les pouvoirs publics et aussi utilisent leur relais pour influencer les politiques publiques et les politiques économiques, évidemment? Ça, c'est une question fascinante parce que c'est très culturel. Qui sont des grands penseurs économiques en Asie, l'endroit maintenant le plus riche du monde? Qui sont ces gens? En fait, ils invitent des Occidentaux. Leurs penseurs économiques sont souvent des gens très techniques qui bossent à l'intérieur, qui n'ont pas cette vie publique. Donc, c'est notre culture d'économiste public est très différente. Hein? Donc, oui, voilà, Milton Friedman est puissant justement à cause de ses relations avec l'État et avec certaines institutions. Vous savez bien qu'il était invité plusieurs fois en Chine. Ils ont bien écouté. Ils ont bien compris que l'État ne pouvait pas faire des commandes sur l'économie, mais pour le reste, ils ont jeté ça. Et j'ai dit dans mon livre que peut-être l'économiste le plus influentiel du monde est j'oublie son nom, c'est une femme chinoise qui a fait une étude pour le gouvernement chinois il y a 30 ans, où elle disait, voilà, j'ai étudié le libre marché de Friedman, j'ai étudié l'économie de commande, et ce que j'ai trouvé, il faut un mélange. Il faut vraiment un truc mélangé, souple, et c'est là la base de l'économie ou la politique économique chinoise. Donc, le rôle d'économiste, quand même, aux États-Unis, c'est incroyable. Ils ont tellement de pouvoir. Quand ils font des erreurs, par exemple, il y a un économiste américain qui a gagné il y a quelques années un prix Nobel, qui était libre marché, libre marché. Il y a 2 ans, il a dit, en fait, je n'avais pas raison. Waouh! Il n'y avait pas un article, pas de commentaire, par voilà, on va reprendre votre prix Nobel, rien. Et j'ai trouvé ça tellement incroyable, la puissance des économistes, hein, dont la culture occidentale est assez particulière. Voilà, vous ne parlez pas de lui, c'est drôle. Vous parlez de Constant, je ne sais pas qui, mais lui, c'est quand même le penseur économique suisse le plus puissant, le plus important du monde. Alors, on va poser la question à Bella. Est-ce que Necker a une influence en Suisse ou qui d'autre a une influence en Suisse? Alors, Colbert a évidemment laissé ses empreintes. Il y a eu des tentatives fin XVIIe siècle avec la fondation des commissions de commerce dans les républiques de imiter Colbert et de lancer une sorte d'industrialisation dans certains des
des cantons, ça n'a donné nada. Et ils ont perdu pas mal d'argent. Ils se sont mis ensuite plutôt à investir cet argent dans la dette publique anglaise pour créer un sovereign fund. C'était nettement mieux pour eux parce qu'ils pouvaient garder leur institution quasiment médiévale tout en ayant une recette supplémentaire jusqu'à 30% de la recette annuelle qui venait de Londres et de Rotterdam, Amsterdam. Et voilà, ça c'est un peu... Il y a pour le XVIIIe siècle, il y a eu des tentatives. Est-ce que je peux juste demander une question? Oui. La Suisse est quand même un pays, un des pays avec la Hollande et l'Angleterre et le nord de l'Italie, avec le plus de financial literacy. Et quand tu pars de ce genre de moment où ils essaient un truc, ils sont capables de changer de direction et d'entrer dans un marché international de dette, est-ce que c'est parce que il y a un literacy, non seulement des grands gens de l'expertise, mais une compréhension de la public qui pourrait accepter ce genre de choses en Suisse qu'on ne trouve pas partout ailleurs quand même. Parce que là, cette petite histoire me paraît dans l'histoire économique assez extraordinaire, ce que tu viens de dire dans 30 secondes. Alors, je ne suis pas sûr. Si on regarde, si on reste juste avec cet épisode-là, les Bernois n'avaient pas les compétences de placer l'argent. Ils ont fait ça à travers des Hollandais. Ensuite, deuxième génération, ils ont nommé leur propre magistrat qui était à Londres, qui avait un statut de bailli et qui gérait ses fonds. Voilà. Tu as dit que, est-ce qu'il par rapport au public, il n'y avait pas de public. Il n'y a pas de public, c'était la République, c'était une corporation. Eux, ils voyaient ça, une corporation de droit privé et qui appartient aux citoyens, et ensuite tout le reste qu'ils ont acquis, etc., leur appartenait aussi. Les Vaudois ont dit, au XVIIIe siècle, ça c'est un trésor public et national, et on veut un Marshall Plan, ils n'ont pas appelé comme ça, mais ils ont dit, dans les années 30, maintenant vous payez. Ça, avec les Huguenots, ça n'a pas marché. Le premier projet colbertiste n'a pas marché. Maintenant, on est ready. On veut faire la soie, on veut faire X, Y. Et ça, c'est l'argent qu'on vous a payé pendant des décennies. Maintenant, vous mettez le paquet. Ça n'a rien donné non plus. Mais juste pour dire, il n'y avait pas cette question de public devient très important au XVIIIe siècle. Mais quand ils ont commencé, c'était leur argent privé collectif. Merci pour cet éclairage suisse. Andrea Graber, vous avez mentionné les 5 piliers de l'intervention de la Comco. Il m'a semblé que dans un de ces piliers, on pouvait trouver la trace de la Comco comme penseur, comme conseiller sur certains aspects auprès des autorités fédérales, notamment le Parlement, peut-être aussi le Conseil fédéral et surtout les offices fédéraux. Est-ce que c'est un rôle de penseur, de think tank, que celui de la Commission de la concurrence aussi, à l'image des autres penseurs qu'on a déjà évoqués ce soir? Oui, je crois on peut dire ça. Même dans certains domaines, je pense maintenant à l'agriculture, on dit depuis des années toujours la même chose, il faut être moins protectionniste, diminuer la douane, diminuer les subventions. Là, ils ne se bougent pas beaucoup parce que ces groupes sont tellement bien organisés et puis au niveau parlementaire, c'est difficile à introduire plus de concurrence dans ce domaine. Mais là, on a l'espoir que c'est la goutte d'eau qui fait basculer la vase. Mais il y a d'autres endroits où on a plus de succès, c'est surtout dans le domaine des offres publiques, pour les soumissions, que s'il y a des grands projets, que ça doit être mis à l'offre, et aussi dans la libéralisation du gaz et d'électricité. Là, on doit dire que là, on est aussi toujours pour l'ouverture, pour la libéralisation, mais justement, dans l'électricité et le gaz, ce sont 2 décisions de la Comco qui ont ouvert le marché. Donc, c'est un outil plus
efficace, disons, que des recommandations à d'autres offices fédéraux ou au Parlement, où c'est seulement une recommandation. Merci. Une intervention directe donc, de la Comco sur la marche des affaires. Le temps passe. Je propose que nous passions aussi la parole pour des questions à la salle, à nos panélistes. Un micro est à disposition. Oui, avec le micro, parce que s'il te plaît. Pour comprendre le moment dans lequel on est, les États-Unis, le marché des États-Unis est contrôlé par quatre sociétés. Toute cette richesse américaine, c'est par 4 grandes sociétés de technologie. On ne peut pas les briser, ils sont trop puissants. On va en Corée du Sud, ils ont des monopoles, Samsung, Hyundai, ils contrôlent tout le pays. Et quand je dis, est-ce que c'est mauvais? Ils disent, mais attends, vous avez vu là les profits de Samsung là, la semaine dernière, ils ont fait comme ça. On est quand même maintenant dans un monde assez dominé par les monopoles. Alors, est-ce que ça va? J'ai l'impression que, je sais pas, moi je ne sais pas comment ça va marcher, mais en Corée du Sud, aux États-Unis, en Californie, surtout, mon Dieu, on a ces monopoles, ça marche à fond, mais où est-ce que ça mène? Quelle est, par exemple, votre pensée sur ça? Ça me fascine. Alors, merci beaucoup pour la question, la digitalisation. Donc, je commence un peu en arrière. La digitalisation, c'est beaucoup des marchés qui sont des marchés avec des effets de réseau. Et puis, s'ils atteignent une certaine masse critique, ils peuvent basculer. Et une fois qu'on a des tipping markets, il y a les concurrents qui sont éliminés. Et du point de vue de concurrence, si c'est une entreprise efficace et si les marchés restent contestables, ce n'est pas un problème. Parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui peut arriver. Et la question, c'est quand est-ce qu'on veut intervenir avec nos instruments? Et si on intervient trop tôt, on risque que des innovations sont tuées. Et si on intervient trop tard, tout peut déjà être rouillé. Et puis, on voit aussi avec ces grandes entreprises GAFAM qui ont créé leur monopole ou leur grand pouvoir de marché. Ces marchés, des fois, sont presque plus contestables parce qu'ils ont créé des écosystèmes qui font plus difficile pour des nouveaux entreprises qui veulent entrer le marché pour pouvoir entrer. Et là, c'est un grand thème aussi pour d'autres autorités de concurrence. C'est l'Union européenne qui est un peu dans le lead, qui est plus dur que les Américains parce que les compagnies sont américaines. Et ils ont fait infligé beaucoup de sanctions envers ces GAFAM. Et pour pouvoir intervenir, je dois aussi dire, il ne suffit pas qu'une entreprise a une position dominante sur un marché, mais il faut aussi un abus. Et puis, il y a plusieurs décisions de l'Union européenne, par exemple Google Shopping et d'autres. Et puis là, en Suisse, on a aussi ces problèmes, mais les ressources dans notre autorités sont limitées. Donc, si on a les mêmes problèmes ou les problèmes parallèles comme l'Union européenne, et si eux, ils font une procédure, on reste en contact, on échange. Et si les solutions apportées sont aussi implémentées en Suisse, on n'ouvre pas des procédures parallèles contre ces géants, mais on investit nos ressources pour des cas dans ce monde qui ont une spécificité suisse. Voilà. Merci. Je disais donc qu'on va passer la parole à la salle. C'est Haro qui n'est pas le porteur d'eau en l'occurrence, mais le porteur de micro. Il y a une question au fond de la salle.
Oui, alors Yves Aman, j'ai une question qui s'adresse plutôt au professeur Saul. Donc, si je vous ai bien compris, en tous les cas, vous avez dit que le Japon n'est pas devenu riche par le biais du libre marché. Si ce n'est pas le cas, par quoi est-il devenu riche, d'une part? Et puis d'autre part, quel proxy ou quel indicateur vous utilisez pour mesurer la richesse, en particulier au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle? Très bonne question. D'abord, c'est l'empereur Meiji qui décide qu'il va industrialiser son pays. J'ai lu pas mal de trucs qui parlaient d'une richesse agricole interne qui marchait, mais c'est lui qui commence à demander la création des industries nationales. Il y a de la concurrence, mais c'est l'État et les barons. Il crée des barons industriels qui sont toujours là, hein. Et c'est justement lui qui tient l'hôtel que j'aime beaucoup, le baron Okura. C'est un des barons qui est un marchand créé baron, donné des monopoles par l'empereur Meiji. Alors, donc, mais il y a beaucoup d'arguments au Japon autour de comment ça s'est passé. Mais la base était de l'État et un programme de l'empereur. Après, il y a beaucoup de choses compliquées qui ont dedans. Mais ce n'est pas le Japon qui vend ses produits en Suisse en 1890. Hein. Non. Donc, c'est assez compliqué. Donc, on voit l'histoire asiatique, la richesse de l'histoire asiatique, très compliquée. Les gens font l'histoire maintenant. Il y a des marchés libres, il y a des marchands, il y a des choses très modernes, mais ils ne sont pas industrialisés. Et donc, c'est le Japon qui prend le pas. Et c'est un empereur qui le décide. Donc, ce n'est pas vraiment le modèle anglais. Okay? Donc, ça ressemble beaucoup plus à la France. Et quand je présente ça en Asie, j'ai les têtes qui font ça. C'est assez fascinant. Sauf que les Japonais m'ont dit, il ne faut pas trop parler de notre histoire économique parce que vous êtes étrangers, vous ne le comprendrez jamais. Voilà. Ça c'est... Ça, et là, je suis d'accord. L'autre partie de la question, c'était comment est-ce qu'on fait pour mesurer voilà. la richesse? Donc on a des chiffres un peu sauvages, mais on a des chiffres quand même. Et c'est le niveau de la production, par exemple, on peut parler du laine, la production du laine, aussi d'autres produits, le porcelaine, etc. Et aussi les revenus, les impôts, les dettes. On peut quand même, les chiffres ne sont pas exacts, ils ne sont pas exacts aujourd'hui, ils sont moins exacts à l'époque, mais on peut bien voir non seulement la montée de la France au XVIIe siècle, mais la montée de l'Angleterre, qui petit à petit commence à aller beaucoup plus loin que le Hollande. Et justement, c'est Baring qui arrive dans tous ces pays et qui dit, voilà, la France est un modèle de la finance publique. Ça, c'est sous Charles X. Et il va en Hollande, il dit, mais quelle catastrophe ce pays. On le croyait l'endroit le plus riche du monde, et là, ils ne peuvent même pas faire des impôts correctement, etc. Il ne faut pas tout prendre de Baring comme vérité, mais c'était un fin très important, une source très importante. Mais on sait à l'époque un peu, et justement dans les écrits de Colbert internes, il a des chiffres qui ne sont pas tout à fait exacts, mais on a des statistiques nationales à l'époque. Hein. L'État de la France, par exemple, qui est une statistique nationale. On commence à faire, à la fin des guerres de la religion, des statistiques nationales. Donc, on a une idée. Colbert a toujours son œil vers l'Italie du Nord, mais il commence à avoir l'impression, je trouve ça incroyable, qu'il comprend que ce n'est pas ça l'avenir. Que l'avenir, en fait, c'est l'Angleterre qui n'est pas encore devenue riche. Pourquoi? Les canons. Il commence à voir la qualité des canons, il dit, et la qualité aussi de leur, non seulement de leurs bateaux, mais de leurs traités. Ils disent, c'est eux qui vont devenir riches. Il comprend qu'ils vont aller plus loin ou vers le Hollande. Ah, je trouve ça incroyable. Hein. Mais c'est par les chiffres. C'est par les chiffres aussi. Merci. Autre question Madame Bassin, puis ensuite Monsieur Blanc, puis ensuite au fond de la salle.
Merci. Oui, Aline Bassa, effectivement, restez avec nous. C'est gentil de me passer le micro parce que c'est directement lié à la question précédente. On sait qu'on revient d'une trentaine d'années, alors depuis 2015-2016, peut-être Trump, oui, maintenant il y a une volonté de se réindustrialiser, mais ce n'était pas du tout le discours dans les années 90. À quel point, justement, depuis le 17e, 18e siècle, on voit une corrélation entre industrialisation et richesse, et puis est-ce que ça doit devenir un dogme, en fait ? Grand argument entre les gens qui voulaient le libre marché au XVIIIe siècle, c'était des gens qui étaient pour l'agriculture. Smith, tous les autres physiocrates, c'était moi ce que j'appellerais les néo-féodalistes. Ils voulaient trouver un moyen, une vision pour créer la richesse par les fermes. Ils disent les fermes. Et pour ce travail, ce main-d'œuvre fermière. Alors, ce n'est pas tout le monde qui comprend que c'est l'industrie. Et je vais vous dire un truc, la recherche, c'est ça le truc le plus important. De dire la recherche de la science, et générale, des lettres, d'avoir, ça c'est à Francis Bacon, dans son nouveau... Dans toutes ses œuvres, il parle de ça. Et la maison de Salomon, dans les écrits de Bacon, c'est un pays qui est basé sur un centre de recherche national dans tous les domaines. Et Colbert, dans mon deuxième livre, c'est lui qui comprend et qui réalise un peu le projet de Bacon. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent non, c'est pas par l'agriculture, c'est par des centres de recherche. Et après, ça va produire une sorte de monde de l'industrie. C'est très complexe. Mais ce n'est pas une idée moderne. Les gens le comprennent depuis longtemps. Même Botero donne les idées dans son histoire des villes. Il dit que c'est les villes qui créent la richesse. C'est le savoir et la coopération, mais aussi la concurrence et aussi les monopoles dans les villes qui travaillent pour produire la richesse. Ce n'est pas les fermes. Les Italiens comprennent ça très, très tôt. Donc, cette idée de l'industrie comme richesse, bon, on sait aussi que l'industrie produit la pollution. Beaucoup de gens aujourd'hui partent au Portugal parce que c'est un des pays les plus beaux, les plus sympas, machin, parce que ça n'a pas vraiment été industrialisé. Et ça reste, il y a des plaisirs du Portugal. Les milliardaires vont, etc. Donc, nous, on a quand même un moment clé où on voit que notre industrialisation est importante, mais on détruit le monde en même temps. C'est un autre moment étrange. Mais qui comprenait, pendant cette histoire, ça serait une belle histoire, qui comprenait que l'avenir était industriel? Il faut lire le projet des manufactures par Alexander Hamilton, parce qu'il dit on a un choix devant nous aux États-Unis, l'agriculture ou la manufacture. Et il essaie d'expliquer pourquoi la manufacture produise plus. Et Smith a dit l'opposé. C'est un moment très, très fort. Très, très fort. Alors pour faire régner un peu la concurrence, j'aimerais avoir l'avis de Bella sur cette espèce de dogmatisme qu'on pourrait avoir comme politique industrielle égale industrie. Est-ce que politique économique, ça peut aussi être autre chose? Est-ce que ça a été pensé différemment en Suisse? Ou bien est-ce qu'il y a toujours cet atavisme agricole? L'agriculture est extrêmement importante si on s'intéresse au XVIIe, XVIIIe, notamment au XVIIIe siècle. Il y a tous les grands débats sur la modernisation de l'économie pour des raisons de sécurité. Alors, les Suisses, ils regardent les Hollandais, ils disent que bon, là, il y a les richesses avec le commerce, mais ils sont tellement exposés aux changements imprévisibles dans le marché international que ça ne peut pas servir comme base saine pour la liberté d'un pays. Alors, la grande question pour les Suisses au XVIIIe siècle, c'est comment est-ce qu'on peut passer d'une industrie agricole vers une économie mixte. Et ça, c'est le grand thème ensuite pour le XIXe siècle aussi. En certaines mesures, là, les Suisses, ils présentent déjà tout un appareil, une batterie théorique sur la question
de ce qui devient au 19e siècle la question sociale. Alors, comment est-ce qu'on peut, sur quelle base on peut sainement construire une manufacture ou un secteur industriel? Et ça reste très important au 19e siècle. Alors, juste pour vous donner une idée, il y avait des grands plans qui disaient que si on arrive à transformer la Russie et la Pologne dans quelque chose qui ressemble à un État européen, d'un coup, toute la question agricole pour le reste de l'Europe sera résolue. Là, il y aura le bread basket. Là, il y a toujours la production agricole. Et le reste de l'Europe, la France, la Suisse, etc., pourrait se concentrer uniquement sur l'industrie avec le grand effet positif qu'il y aura une paix perpétuelle. Et évidemment, pour la Suisse, ce n'est pas une option. Ils sont exposés à des douanes. Il y a des producteurs de l'Allemagne du Sud, de la France, qui les menacent de couper les importations, les exportations des grains à tout moment. Et ça va aussi dans la direction où ça devient partie d'une discussion de droit international sur des droits commerciaux où la Suisse prend un intérêt tout particulier, en sachant que si on n'arrive pas à résoudre la question agricole tout en gardant, on ne pourrait pas développer suffisamment un secteur industriel. Alors c'est une préoccupation tout au long. Merci. Est-ce que cette préoccupation d'avoir finalement un développement équilibré vous anime à la Commission de la concurrence? Vous êtes complètement aveugle par rapport à ça? J'utilise sciemment cet adjectif-là pour être un peu provocateur. Vous ne m'en voudrez pas. Non, à la Commission de la concurrence, on prend les cas qui sont mis sur nos tables. Soit ce n'est pas des pensées économiques qu'on se fait en choisissant les cas, mais on reçoit des autodénonciations, des dénonciations et on regarde où est-ce qu'on met nos priorités, quels cartels sont les plus nuisibles, quel cas prendre pour avoir un cas qui signale pour le futur. Ouais. Monsieur Blanc avait sollicité la parole, et puis ensuite, au fond. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Jacques. Oui, ça marche. Un peu plus haut notre voix. Ça marche? Je parle plus fort. Voilà, oui, ça marche. Dans l'histoire de la création de richesse, depuis Cicéron, on est sur un modèle de croissance illimitée. Il y a quelques effets de bord dans ce modèle de croissance qui commencent à se manifester et qui pourraient de plus en plus gripper le système et redistribuer quelques cartes d'un point de vue géopolitique, c'est quand même, ou géoéconomique, c'est quand même l'accès aux ressources, aussi bien énergie que ressources, matières premières et ressources fondamentales. Quel est votre point de vue sur cette évolution et sur les enjeux actuels? C'est vrai qu'il y a pas mal de passages importants dans l'ouvrage sur la ponction opérée sur les ressources des pays du Sud, Afrique, Amérique du Sud. Mais aussi, c'est l'idée de l'Amérique. Depuis le découvert de l'Amérique, l'idée qui est moitié spirituelle, qui entre dans les fantaisies des franciscains aussi, que cet autre pays va avoir une richesse illimitée par l'or et que l'or est lié à une idée mystique de la salvation, comment on dit ça, salvation. Du salut, c'est incroyable. Donc j'ai tout un truc sur la culte de la nature, l'Amérique et toutes ces idées. C'est vraiment un truc fascinant. L'Amérique comme lieu de richesse sans fin est central à la pensée européenne pendant très longtemps. Le libre marché, les penseurs surtout qui sont des gens qui défendent le modèle agricole, disent que c'est les fermes, pas Smith, mais d'autres qui disent que les fermes vont, si on trouve la bonne recette, donner de la richesse comme ça.
ou si on trouve l'or en Amérique, ça va donner une richesse illimitée. Et donc, c'est un don de Dieu, donc on a le droit de le prendre. Et ça, c'est très important aux États-Unis ou chez les compagnies minières. Voilà, c'est un don de Dieu, le marché est libre, on va en Australie, prend tout ce qu'on veut. Voilà, on n'a pas besoin de penser à autre chose. Ça, c'est dans la grande lignée de la pensée aristocratique, agriculturelle, libre marché et américaine. C'est fascinant et c'est dans mon livre. Et je trouve ça fascinant. Maintenant, on arrive au bout. On sait qu'il y a des limites. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant, hein? C'est ça la question. Mais on voit beaucoup que quand on dit qu'il y a une limite, on a souvent des discours libertaires à l'encontre et souvent les discours religieux aux États-Unis qui disent non, c'est Dieu qui nous a donné tout ça. Donc, on ne peut pas me dire de ne pas toucher ça, de ne pas tuer tous les oiseaux dans cette région parce que Dieu nous a donné cette région pour l'argent, pas pour sauver les tortues et les oiseaux. Voilà. Mais c'est très complexe. Mais c'est aussi, ça fait partie de nos consciences économiques. Ça va très loin. Et je peux dire ça dans la tradition européenne. Et aussi l'Amérique centrale. Et moi, j'habite en Amérique et ce discours est fondamental au pays. Le Dieu nous a donné ce pays pour extraire des choses et la richesse. Alors, on va voir si Dieu nous donne la prochaine question. Il faut parler fort. Oui, alors j'ai une question pour Madame Gravert et puis une question pour Monsieur Sol. La première, c'est quel est le rôle, l'action de la Comco face au monopole COP Migros et Parlez plus fort. Quel est le rôle, l'action de la Comco face au monopole COP Migros? Comment briser ce monopole, faire baisser les prix pour la population? Et puis la question pour Monsieur Sol, c'est vous avez expliqué l'essor, la richesse de la France avec une expertise scientifique couplée à une publicité, donc un peu un fake it until you make it. Comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui expliquer son déclin? D'abord sur est-ce que c'est un monopole? C'est plutôt un duopole contrasté entre deux grandes entreprises du commerce de détail. Alors, merci beaucoup pour la question. Ça fait plaisir parce qu'à l'époque, j'étais le case center du rachat de Denner par Migros. Donc, j'aime bien l'analyse de ce marché qui est historiquement, j'avoue, du point de vue de concurrence, c'est une concentration en Suisse qui n'est pas désirable. C'est deux qui occupent plus ou moins 80% du marché. Mais du point de vue de la loi des cartels, nous, on peut intervenir quand on a une base légale pour pouvoir intervenir. Et si deux entreprises ensemble, ils ont 80% du marché, ils ont peut-être une dominance collective, mais dans le passé, on n'a jamais eu une procédure où on a infligé des sanctions à une dominance collective. Déjà parce qu'ils devraient avoir un comportement similaire. Et s'ils ont quelque chose comme ça, ça serait plutôt un cartel. Mais là, on n'a pas d'indice qu'il y a on n'a pas l'indice qu'un de soit Coop ou Migros est soi-même dominant sur le marché parce qu'il y a toujours l'autre. Et on n'a pas non plus un indice que si on prend les deux ensemble, qu'il y a un abus, ce que nous on va trouver pour avoir un cas, parce que seulement si on a l'impression que les prix sont trop élevés, ça ne suffit pas. On n'est pas le contrôleur des prix à la consommation.
Alors, si vous avez des idées, vous pouvez peut-être les échanger avec Madame Grabert à l'heure de l'apéritif, qui ne sera pas fournie par l'une des deux entreprises précédemment citées. Madame Catherine Aille, je vous passe le micro. Ah, il y a encore la deuxième question. Ah, excusez-moi. Juste, j'ai une réponse à cette question, c'est la recherche et la stratégie industrielle. La France a décidé, comme on parlait de ça juste avant, ils ont un système jacobin. Quand la France décide de ne plus investir dans la recherche nationale, et je peux dire qu'ils ont décidé de faire ça, parce que c'est une chute assez incroyable. Les chiffres sont terrifiants. Et je parlais avec un personnage très important dans la recherche française, et cette personne m'a dit c'est catastrophique. On va payer un prix, mais inimaginable. Que là, on baisse quand on voit la production de la recherche de haute gamme liée à la technologie, liée même à l'agriculture, que la France, c'est devenu, c'est pas un first world, c'est un second world country au niveau de la recherche. Ça commence à baisser terriblement. Ni stratégie industrielle, ni investissement dans la recherche. Et ça, j'ai compris, il ne faut pas avoir tout un système jacobin comme ça, parce que si l'État décide que la recherche, ce n'est pas important, on a un pays qui descend comme ça. Lorsque, dans un pays fédéral, comme ici et comme aux États-Unis, on a des endroits sans recherche, et on a la Californie et la Massachusetts. Mais en Asie, mon Dieu, il faut voir la recherche, ils mettent de l'argent pour la recherche. Ils comprennent bien le truc. Donc, voilà. Merci, merci infiniment. J'ai beaucoup aimé vos présentations. Un commentaire et après une question. Un commentaire par rapport à la Suisse. Je recommande à tout le monde de lire un livre qu'une étrangère, comme moi, maintenant suissesse, mais explique une partie du succès de la Suisse. Ça s'appelle Le gouvernement des Suisses ou l'histoire en contrepoint, écrit par un ancien conseiller fédéral, Georges-André Chevalat, où on comprend que les élites suisses, elles ont compris déjà à partir du XVIe siècle qu'à cause de l'indépendance, justement, des trois empires qui entouraient la Suisse, que s'ils n'allaient pas renforcer l'économie à l'interne, ils n'auraient pas à pouvoir tenir tête à ces trois empires. Et ils ont mis en place des systèmes de contrôle. Les familles, au niveau politique, se tournaient à chaque fois. Il n'y avait jamais une seule famille qui dominait le paysage politique. Et aussi au niveau économique, de même, c'était l'idée d'avoir une... Et c'est là où c'est une concurrence créée, planifiée, je dirais. C'est le comble, c'est une concurrence planifiée, puisque chacun avait son tour de se développer. Ces familles n'étaient pas seulement puissantes politiquement, mais aussi économiquement. Et ils ont eu l'intelligence aussi de développer justement une classe marchande et l'industrie des textiles, tout ça, locale, pour la même raison. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi en effet à avoir le support interne des puissances. Il faut créer des richesses, il faut rendre les gens riches. Donc une idée de la distribution des richesses planifiée pour renforcer le pays à long terme afin de tenir tête aux trois empires locaux. Ils ont compris, les élites politiques suisses, elles ont compris ça. Et je dis partout où je vais parce que ça, c'est une chose que, en effet, tous les élites devraient comprendre. Donc, je vous donnerai la référence du livre. C'est super intéressant. Et ma question, puisqu'on est quand même entre dirigisme et libéralisme, comment vous lirez quelles leçons on pourrait tirer de l'histoire et de vos recherches et de vos connaissances pour analyser l'impact de l'intelligence artificielle? On est maintenant dans un grand débat sur
le privé, le public, régulé, pas régulé. Même là, j'ai reçu de nouveau je reçois des updates chaque jour que les grands fondateurs et initiaux de toute l'intelligence artificielle, encore, ils ont écrit comment c'est dangereux l'intelligence artificielle, qu'il faut la réguler, alors que ceux qui disent non, il ne faut pas la réguler justement parce qu'on va créer des monopoles et que puisque quand on crée des règles, c'est ceux qui on a la possibilité justement de limiter le marché et au contraire, ils disent non, c'est plutôt la liberté et puis le libéralisme qui va faire que l'intelligence artificielle ne va pas devenir un outil dans la main de quelques-uns qui vont contrôler le monde. Merci beaucoup. Intelligence artificielle, révolution technologique, ça a pavé l'histoire. La dernière. Moi, un de mes camarades à Princeton est l'architecte, était un des architectes principaux de l'intelligence artificielle à Google. Et on buvait un très très bon vin de l'Italie du Nord chez moi il y a quelques années. Très très bon vin. Et moi j'ai payé pour ce vin. C'est pas lui. Il arrive souvent les mains libres, vides, pardon. Et il me dit voilà. Il y a la Chine, les États-Unis. L'Europe n'a pas l'intelligence artificielle qui va contrôler tous les systèmes, des systèmes. Ça va être la base de la richesse. On a eu cette discussion. Et lui, qui bosse pour Google, m'a dit que le gouvernement ne doit pas tout toucher ça. Ils ne comprennent rien. Ils sont longs, machin. J'ai cru, on était un peu sous. Il m'a à moitié convaincu que les gouvernements ne sont pas capables, sauf le gouvernement chinois, parce qu'ils ont un programme incroyable à faire ça. Et il faut voir ce qu'ils font. Ce sont des questions, on ne sait pas la réponse. On sait justement que dans les industries de pointe, on fait une règle et après, le marché fait comme ça autour des règles. On sait ça dans la finance. La finance, c'est comme un serpent. Chaque fois qu'on essaie de le contrôler, flop, c'est ailleurs, quoi. Donc ça, mais il faut le faire quand même. Mais bon, ça. Mais là, on ne sait pas là. On va dans les terres inconnues. Mais ce qu'il m'a dit, et je cite par son nom, que si la Chine, avec sa vision, son liberté du monde gagne, on serait dans la. Voilà. Il a dit que c'était très dangereux. Mais moi, quand j'ai vu de l'intérieur Google, j'ai dit ça me fait peur aussi. Vous n'êtes pas les plus démocratiques. Et il m'a dit, moi, je suis la seule personne à Google qui lit des livres. Mon Dieu. Les autres lisent du code. Ou l'écrivent le code. Et qu'est-ce qu'il dit, lui? Donc, mais je ne sais pas, votre question est très importante. C'est incroyable et ça me fait terriblement peur en même temps. Voilà, je ne sais pas si c'est une réponse. On va peut-être terminer avec Madame Grabert pour nous dire quelle est la réflexion ou le regard que porte la Comco sur l'arrivée de l'intelligence artificielle ou la présence déjà de l'intelligence artificielle parmi nous. Est-ce que ça va changer la donne? Oui, alors c'est vraiment un grand thème dans la communauté antitrust. Il y a plusieurs autorités de concurrence, surtout par exemple les Portugais, qui ont déjà investi et recherché beaucoup. Ils ont aussi publié des guidelines et je sais à l'Union européenne et aussi en Angleterre, ils forment des équipes de data analysts pour être prêts, d'abord pour observer, pour comprendre, pour être prêts si on a un cas où si on va prendre la décision, si intervenir ou non. Et puis dans une chose, c'est des dominances qui peuvent être abusées, mais l'autre hot topic, disons, dans notre communauté, est des algorithmes qui font la collusion entre eux-mêmes, qui forment des cartels online entre eux-mêmes. Et des algorithmes qui ne sont pas programmés comme ça, ils font exactement ce que l'entreprise a programmé, mais qui développent leur stratégie pour pouvoir réaliser la solution collusive. Et puis, mais là, il y a assez de recherche aussi dans l'économie qui est fait, mais jusqu'au moment
les résultats sont quand même assez que c'est pas très probable. Il faut vraiment entraîner ces algorithmes avec beaucoup de ressources jusqu'à ce qu'il y ait une collusion. Les présomptions doivent être vraiment, vraiment strictes. Donc, au moment où c'est hypothétique, ces discussions. Mais ça montre aussi, comme dans la digitalisation, il faut se préparer, il faut être prêt, parce qu'une fois qu'on a un cas sur la table, on ne peut pas perdre 2 ans, parce qu'après, c'est trop tard. Merci. Je vous propose d'arrêter là. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de la collusion des algorithmes? C'est quelque chose d'assez incroyable. Donc, merci de nous avoir fait peur avec ça. Donc, merci à nos 3 panélistes pour ces échanges. Nous allons les poursuivre autour du verre de l'amitié qui sera servi juste devant Lola. Si vous souhaitez faire un plein des verres de l'amitié dans une gourde IDEAP avant de partir, en voici une. Donc merci à toutes et à tous. Merci de votre présence parmi nous ce soir. Je veux, à l'occasion de cette conclusion, vous rappeler les prochaines conférences organisées par l'IDEAP. La prochaine aura lieu le 3 octobre, qui adressera la question de la médiatisation des audits publics et ses impacts de cette médiatisation. C'est une conférence qui aura lieu, non pas ici à l'IDEAP, mais à Fribourg. Donc vous pouvez vous saisir d'un programme, si vous ne l'avez pas déjà fait en sortant, pour pouvoir booker dans vos agendas. Merci à Andrea Graber, merci à Jacob Sol, merci à Bella Capossi, et puis nous poursuivons, comme je le disais, la discussion autour d'un verre. Merci de votre présence parmi nous ce soir.